Télérama. Alors là, on est devant une photo de Man Ray, où on voit Gertrude et Alice dans l'atelier. C'est une photo incroyable. Bon, le couple était un couple extraordinaire, un grand couple lesbien d'ailleurs, courageux, des pionnières un peu, puisqu'elles se sont rencontrées très tôt. Je crois que Gertrude arrive rue de Fleurus en 1902-3. En fait, rencontre Alice très rapidement, dans les années 1905-1906, et elles vont s'installer toutes les deux dans cette maison. Et c'est devenu un couple à la fois un grand couple lesbien, et puis un couple aussi, une machine de travail, puisque Gertrude écrivait et Alice ramassait les copies, tapait et préparait les dîners, et c'était le salon, les dîners mondains, et Picasso et Matisse et tout le monde venait des dîners apollinaires. Et puis elles ont fait des choses extraordinaires toutes les deux, puisqu'elles sont parties en 1914 sur le front. Elles ont fait venir une sorte de grosse Ford des États-Unis, un peu camionnette. Ils ont inscrit toutes les deux, je ne sais plus quelle, c'était la Croix-Rouge ou les Quakers, et elles sont parties sur le front de l'Est. Il paraît que Gertrude Stein conduisait comme une dingue, elle ne connaissait pas la marche arrière. Il y a des photos extraordinaires, on les voit avec les pélisses, c'est des conduites extérieures, des grosses lunettes, et elles sont parties pendant toute la guerre soigner les blessés. C'était donc l'appartement, il y avait l'atelier, il y avait toutes ces toiles que l'on voit dans l'exposition, c'est hallucinant, collées les unes aux autres comme ça. Paris, 1900, 1905, 1910, qui est encore un Paris noir, un Paris du 19e, un Paris avec les messieurs en habits, en chapeau, à la bougie, les chevaux dans la rue, les fiacres, un Paris 19e encore héritier 18e. Et dans ce Paris noir, dans ce Paris du 19e, tout d'un coup, paf, l'art moderne explose. Et se retrouve dans l'appartement qui est lui-même encore un composé finalement de toutes ces époques. Vieil appartement parisien, appartement noir, les chandelles, les napperons à l'anglaise parce qu'elles avaient un côté mamie toutes les deux. Et dans ce noir, dans ce 19e siècle, arrive l'art moderne qui va être la pile absolument de tout le 20e siècle, de toute l'histoire de l'art du 20e et encore aujourd'hui, et qui va être évidemment la matière aussi pour l'écriture de Stein, pour son travail, quand elle va voir les premiers tableaux cubistes arriver. Donc on est devant deux toiles cubistes de Picasso. L'une, celle-ci, c'est le premier achat de Gertrude en 1912. On peut d'ailleurs trouver la carte de visite de Gertrude Stein en bas du tableau qu'elle avait laissé dans l'atelier de Picasso. Et Gertrude Stein dit, quand elle voit ses premiers tableaux cubistes, « Je voudrais écrire comme il peigne, comme Picasso peint », et s'engage pour elle tout un travail de modelage finalement de la langue américaine pour inventer un style qu'elle va sans cesse faire évoluer. Donc on est dans les années 1910-1912 jusqu'en 1946, jusqu'à sa mort. Elle va écrire de la poésie, des pièces de théâtre en nombre, des romans, des autobiographies d'Aristoclas, autobiographies de tout le monde. Et elle va inventer ce style, alors qui est un style assez complexe à définir, mais qui va évoluer en plus, mais où elle déplie la langue, comme on déplie une pensée, et on peut tourner autour. C'est une écriture en relief finalement, un peu comme ces tableaux-là justement, qui paraissent simplement d'abord un pli, contre-pli, une exposition des choses, et puis ensuite on peut tourner autour, s'y engouffrer, et finalement l'écriture est un peu comme celle-là, ou comme on pourrait dire aussi d'une pensée qui s'élabore en temps réel, et elle retraduit, c'est pas de l'écriture automatique, mais la manière d'élaborer des formes dans la tête, dans la pensée. Quand on pense, on élabore, on revient, on bégaye, on revient sur ses traces, on va plus loin, et on revient en arrière et on avance à nouveau pour finir par trouver une idée, par élaborer une phrase qui dit une pensée. Et en fait, son écriture ressemblerait à ça.
I told him a completed portrait of Picasso? If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if I told him? Célébrissime portrait de Gertrude Stein par Picasso. Je crois qu'elle n'était pas très contente quand elle a vu le portrait, après des heures et des heures de pause. C'est vrai qu'elle a un air extrêmement sévère. Et Picasso lui aurait dit, mais il finira par vous ressembler. Bon, l'amitié entre Picasso et Stein a été énorme. Hein. Je ne connais pas exactement les circonstances de leur rencontre, mais en tout cas, ça s'est fait d'abord à travers la peinture, puisqu'elle a été une des premières grandes admiratrices de Picasso, et ensuite ils sont devenus très amis. Picasso venait souvent dîner. Je crois que Picasso a rencontré Matisse et beaucoup de peintres chez Gertrude Stein, donc ça a nourri aussi, j'imagine, l'activité intellectuelle, le travail de chacun, dont le sien. Cette amitié a duré, a été très profonde, jusqu'en 1936, où là, ils se sont un peu séparés, enfin il y a eu une brouille assez grande à cause de la guerre d'Espagne. Il se trouve que Gertrude n'était pas très engagé politiquement, était plutôt réac. Et au moment de la guerre d'Espagne, je crois que Picasso a beaucoup voulu à Gertrude Stein de ne pas s'engager aux côtés des républicains. Ça a été une pionnière. Et finalement, après sa mort, en 1946, il y a eu des grandes célébrations à New York où était Cage, où était Burroughs. On est en 1946, en 1947, il y a le manifeste de Burroughs sur le cut-up. Et il y a finalement tout l'art après-guerre, toute l'avant-garde américaine qui s'empare de Gertrude Stein. Et c'est comme si finalement, effectivement, de son vivant, elle a eu du succès quand même, elle n'a pas été célébrée complètement, et que finalement, à la postérité, son travail a influencé énormément toute l'avant-garde américaine. Et en retour, à partir des années 70, finalement, l'art français aussi, la poésie contemporaine française. Et elle a quand même, par exemple, si on parle du répétitif, inventé des choses avant tout le monde. Enfin, on parle aujourd'hui de sampling, de techno, c'est passé par toute l'aventure de la musique américaine d'après-guerre, de Steve Reich, de Cage avant bien sûr, et ainsi de suite. Donc ce rapport à l'abstraction, le répétitif, ça a énormément nourri l'art du XXe siècle.